Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, c'est un peu spécial aujourd'hui, on va se remettre à parler de foot dès demain. Demain, grosse vidéo qui arrive, demain soir je pense à peu près. Mais aujourd'hui, je voulais prendre ce petit moment, comme je le fais de temps en temps sur la chaîne, un petit moment pour, en gros, vous raconter ma vie, ce qui se passe en backstage, en coulisses. Il y a eu quelques changements récents sur la chaîne, comment est-ce que ça se passe d'un point de vue pro. Un peu aussi des histoires de vie perso, qu'est-ce qui se passe derrière. Ça fait 8 mois que je suis à Amsterdam maintenant, il y a 2-3 trucs à raconter par rapport à ça. Peut-être que vous trouverez ça intéressant, et moi je trouve ça cool d'en parler. Avant donc tout ça c'est avant de vous donner la grande information, de vous livrer mon annonce majeure de la vidéo. Voilà, un grand truc à vous partager, une grande nouvelle, et je vous raconterai ça à la fin. Si vous voulez y aller tout de suite, si la partie antérieure ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, on a tous nos agendas, notre temps qui presse, etc. Je vous mettrai le timecode sur la barre de visionnage, vous pouvez accéder directement à la grande annonce si vous le souhaitez. En tout cas voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire ça. Pour ceux qui restent et qui vont passer les prochaines 20, peut-être 30 minutes en ma compagnie, en notre compagnie, je vous remercie. Installez-vous bien, comme je vous l'ai dit, on en a pour un moment. Et c'est parti. La première chose que j'avais envie de mentionner, c'était par rapport à la chaîne. Je me suis noté quelques trucs, je vais regarder de temps en temps mes notes. Je me suis dit, l'activité récente sur la chaîne, comme vous l'avez vu, ça fait un mois et demi maintenant que le rythme de publication est assez élevé. Il y a une grosse activité sur la chaîne et franchement, ça me fait ultra kiffer. C'est une période face, je dirais, pour moi en ce moment. Une période où je prends beaucoup de plaisir. Et elle intervient après une autre période qui était une vraie période de remise en question. Je crois que un mois avant la finale de Ligue des Champions, il y a eu quasiment un mois, peut-être même un peu plus, sans vidéo sur la chaîne. Et c'est un moment où j'étais un peu perdu dans mes pensées, dans ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que le foot comptait toujours autant pour moi ? Même est-ce que faire des vidéos, c'était vraiment quelque chose que je me voyais faire pendant encore longtemps ? Ça, j'étais plus sur oui, mais ouais, le foot, j'étais un petit peu en doute par rapport à ça. Grosse remise en question, en gros. Et j'ai disparu de YouTube, j'ai rien publié, même sur Twitter, etc. Comme je fais d'habitude, je sais que c'est pas bien, mais à chaque fois que je vis ces moments-là, je disparais totalement. J'ai disparu pendant un peu plus d'un mois. Et voilà, ça m'arrive de temps en temps. Je crois que ma personnalité est un petit peu comme ça. Mais ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je crois que surtout, le métier est comme ça. J'en ai déjà parlé, mais le métier de créateur, comme ça, faire des vidéos. En gros, si t'as pas la passion et la motivation, il n'y a rien qui te pousse à le faire. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas d'obligation, d'impératif. Donc, à part cette passion et cette motivation, c'est quand le feu est pas là, c'est dur de produire, surtout quand c'est quelque chose de créatif, surtout quand c'est quelque chose dans lequel tu mets autant de ta personnalité. Bah, pour moi, c'est très dur de se forcer. J'arrive pas vraiment à faire des vidéos que j'ai pas envie de faire, ce qui a plein de vertus positives dans un sens, mais aussi parfois c'est dur de simplement retourner au travail entre guillemets et faire ce que tu dois faire quand on ressent pas le désir fort. Donc ouais, ça expliquait à peu près cette période dure où j'étais un peu moins passionné de foot, un peu moins investi dans tout ça, et donc dur pour moi de faire des vidéos. Dur de se forcer, en plus en parallèle j'étais en train de reconnecter à plein d'aspects de ma vie qui comptent beaucoup pour moi. Par exemple, sur cette période, j'ai beaucoup lu, des revues notamment. Je me suis vachement connecté au monde, repris un peu ma connexion au monde de l'actualité, en poussant certains sujets, etc. Bref, c'est une période intellectuellement très fertile que j'ai grave kiffé. Je me suis remis au sport aussi, retourné à la salle de manière hyper fréquente, quasiment tous les jours. Donc voilà, il y avait des choses bien dans ma vie aussi. J'ai pas mal dormi après avoir accumulé un gros manque de sommeil. Donc il y avait des choses vraiment bien sur cette période, mais il manquait donc l'activité sur YouTube, il manquait un peu ma profession, ce rapport au foot. Et ouais, ça me pesait aussi. Vrai moment de doute. Et ce qui s'est passé, c'est que au cœur de cette période, même sur la fin de cette période, ce qui a marqué la fin de cette période, c'est qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions. Et déjà, je me disais que j'allais faire une vidéo dessus pour marquer mon retour, mais 2 minutes après le coup d'envoi, c'est revenu comme ça. Vraiment, le moment magique de la finale de Ligue des Champions, qui en plus n'était même pas une finale particulièrement folle, excitante, mais juste le fait de retrouver cet univers. Le foot, c'est un peu comme mon cocon, c'est un recoin magique un peu. C'est tellement moi, c'est tellement ma personnalité. Et c'est un environnement dans lequel je me sens juste bien, c'est confortable, c'est un peu la famille, tu connais
pas personnellement du tout même, mais tu connais de nom tous les joueurs, tout cet écosystème, c'est quelque chose qui trotte dans mon cerveau depuis plus de 20 ans maintenant, donc c'est tellement facile de se sentir bien dans cet univers que ouais, ça fait des clics. Et en plus de ça, en plus de s'y sentir bien et d'un coup de mettre fin à une grosse période de doute qui me pesait pas mal, en plus de ça, la finale de Ligue des Champions, ça m'a rappelé à quel point c'est bien quand tu as travaillé toute la saison pour arriver jusqu'à ce point. Je trouve que c'est bien quand c'est l'aboutissement, le point culminant de tous tes efforts, tu vois, même l'habillage autour du stade. Enfin, tout ça, ça représente le fait qu'il y a eu tout ce travail pour arriver avant, de la part des joueurs, de la part des équipes. Et moi, j'aurais eu envie d'arriver à cette finale de Ligue des Champions en étant parfaitement fier de toute mon année, toute ma saison. J'aurais voulu que ce soit le point final parfait de ma saison de dur labeur et pas un nouveau point de départ. Bon, ça a été un nouveau point de départ et derrière on a enchaîné plein de vidéos, c'est comme ça, la vie est comme ça. Mais voilà, ça m'a rappelé que même parfois s'il y a des périodes un peu moins bien, des semaines un peu de tunnel, d'obscurité, tout ça en vaut la peine quand tu arrives à ce moment de lumière, la finale de Ligue des Champions en l'occurrence, et que tu es fier de ce que tu as fait avant. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. Et derrière du coup, j'ai carburé. Parce que j'adore le foot, au fond de moi, c'est une partie tellement importante et ce le sera toujours. Parce que j'adore le processus créatif en lui-même aussi, faire des vidéos, ça pour le coup, ça m'a jamais quitté. Parce que faire des vidéos, surtout des vidéos élaborées avec je sais pas, de belles images, une analyse approfondie, les intros que j'ai pu faire ici et là. Enfin, ce processus créatif en lui-même, il est tellement satisfaisant, tellement kiffant. Même le fait, même une vidéo moins travaillée entre guillemets, comme ce que je fais là, mais arriver dans mon bureau, brancher la caméra et parler 20, 30, 40 minutes, le temps que je veux, en sachant que derrière je vais être écouté, qu'il va y avoir du feedback, du retour, un peu de dialogue, etc. Mais même juste le fait d'allumer sa caméra comme ça et savoir qu'on va être écouté, c'est une sensation extraordinaire parce que c'est la possibilité de s'exprimer et avoir une fenêtre d'expression comme ça. Tout le monde devrait avoir quelque chose de ce type. Une fenêtre que tu peux ouvrir pour exprimer pleinement ta personnalité et ne pas être interrompu, être pleinement toi-même. C'est quelque chose qui est juste satisfaisant en tant que tel. Donc ça aussi, j'avais envie de le retrouver. À partir du moment où je l'ai retrouvé, c'était une évidence que ça devait faire partie de ma vie. Donc voilà, c'est ce que je me suis noté. Le foot, un petit coin spécial de ma vie, le processus créatif en lui-même. Et enfin, la sensation très forte que quand je fais ces vidéos, quand je suis Willou, quand je suis sur ma chaîne, je suis en train de faire ce que je devrais être en train de faire. Je le sens profondément au fond de moi-même. Ça veut dire déjà que je ne suis pas en train de glander, je suis en train de faire ce que je devrais en train de faire et je ne suis pas en train de passer toute la journée à me torturer, ah ouais, t'es pas en train de travailler, etc. Déjà ça, c'est, même si c'est pas peut-être le truc le plus sain du monde, déjà ça c'est kiffant. Et je suis en train de faire ce que je devrais être en train de faire, c'est aussi, je fais quelque chose dans lequel je suis bon, dans lequel j'ai de la qualité, j'ai une plus-value, une certaine forme d'expertise, dans lequel je suis reconnu. Et ça, avoir ça dans sa vie, ça a aussi beaucoup de valeur. Et je l'ai ressenti plus fortement que jamais sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois. Donc voilà en gros par rapport à tout ça. Du coup, quand j'ai pris cette décision de repartir à fond, de faire j'ai eu ce gros boost de motivation, d'énergie et cette envie d'arriver donc à la prochaine finale de Ligue des Champions en étant fier de ma saison précédente. Bref, ça m'a motivé à fond et j'ai repris la chaîne, je dirais plus fort que jamais. Je crois que j'ai jamais été aussi investi, jamais fait autant de vidéos qui étaient pour moi aussi qualitatives les unes à la suite des autres. J'ai changé 2-3 choses déjà pour un peu lancer ce nouveau chapitre. J'ai changé quelques visuels, nouvelles photos de profil, nouvelles photos de couverture, nouveaux micros aussi pour un peu mieux s'équiper. Quelques petits trucs en plus dans le décor, même moi ce que je vois sur mon bureau. Bref, j'ai refait un petit peu l'habillage que vous voyez et que moi je vois, ça m'a motivé. Et ensuite, je dirais que ce qui me motive le plus, c'est avoir un rythme de publication élevé. Quand je suis extrêmement productif, quand il y a vidéo après vidéo qui sort, c'est les moments où je suis le plus motivé. Déjà pour une raison que honnêtement j'ai du mal à expliquer à part peut-être juste le boost de sérotonine, d'être productif, d'être actif, d'avoir des résultats, etc. La conséquence c'est que je suis jamais autant motivé à sortir une vidéo que quand je viens de sortir une vidéo. Genre quelques heures après la publication, c'est limite là où je suis le plus motivé de tout le processus. Le lendemain matin aussi. Bon, j'ai un peu du mal à l'expliquer. Première chose. Et deuxième chose, la clé
pour moi, ce qui me motive à sortir plus de vidéos, c'est qu'avec un rythme plus élevé de publication, ça me permet de parler de plus de choses que d'habitude. C'est assez clair, quand je fais 1 à 2 vidéos par semaine, je suis obligé de parler des sujets vraiment majeurs de cette semaine. Et donc souvent, ça va être à peu près les mêmes choses pour mon audience. En gros, ça veut dire c'est Ligue des Champions, c'est le PSG ou l'OL. Il peut y avoir 2-3 trucs ailleurs, mais en gros, c'est centré autour de ça. Alors que quand je fais 4 à 5 vidéos par semaine, là, je peux parler de plein de trucs, c'est ce que j'ai fait un petit peu récemment. On a parlé de Bundesliga pendant 45 minutes. C'est la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne. J'aurais pas fait ça si je faisais 1 ou 2 vidéos par semaine. On a parlé de Serie A aussi de manière très détaillée. Quelque chose dont je parle pas souvent et pas assez de manière générale. Là, j'ai pu vraiment me pencher dessus. Des points spécifiques sur certains joueurs, des choses un peu plus originales aussi. Voilà, le monde du foot est tellement riche. Si je voulais vraiment me satisfaire pleinement et satisfaire tout le monde, je devrais faire 30 vidéos par semaine. Et il y a trop de sujets à mentionner. Et c'est vrai, je reçois parfois des messages de certains d'entre vous, ce que je comprends dans l'absolu. Vous êtes supporter d'un club de Ligue 1, même un gros club de Ligue 1, Lille, Nice. J'ai vu récemment avec les arrivées notamment de Fonseca et bien sûr de Favre, un de mes entraîneurs préférés. Bon, vous voulez de la matière par rapport à ça. Et ouais, c'est quelque chose que je comprends. Le truc qu'il faut comprendre aussi derrière, c'est que moi, je suis la seule personne derrière cette chaîne. Je fais l'analyse, je fais l'enregistrement, je fais le montage, je fais l'habillage, je fais absolument tout. Je ne suis pas aidé et j'ai plutôt envie de continuer comme ça parce que je trouve que ça fait des vidéos qui sont assez authentiques, réelles. C'est pas quelqu'un d'autre qui a ajouté les images a posteriori. Et dans le fait d'ajouter les images, tu mets aussi une partie de ton analyse, une partie de ta personnalité. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a que moi qui fais les vidéos, donc déjà 3, 4, 5 par semaine, c'est énormément de travail et parfois c'est difficile d'aller sur encore plus de sujets que ça, de faire les 15, 20, 30 sujets que j'aimerais faire chaque semaine. Donc ce que j'ai fait, même si je ne m'exclus pas du tout le fait de faire des vidéos plus spécifiques sur certains clubs dont on parle moins, etc. La tactique que j'ai adoptée par rapport à ça, c'est que j'essaye de faire des vidéos un peu compilation. Typiquement, j'ai fait une recrue pour chaque club de Ligue 1. Bon, c'est mon opportunité de parler des clubs de Ligue 1 dont je parle moins souvent sur la chaîne. Il n'y aura sans doute pas de vidéo dédiée entière à Auxerre cette saison, mais avec ça, j'ai pu parler quelques minutes de la situation d'Auxerre. Et ça fait une vidéo que je trouve assez regardable pour tout le monde, où on parle de ce club-là. Et en plus, si on veut pousser un peu le trait, ça permet de faire découvrir des parties de ces clubs à des personnes qui s'y intéressent pas normalement. Si je fais une vidéo sur Auxerre, en gros, je vais avoir surtout des supporters auxerrois qui vont regarder, alors que si je fais une vidéo, une recrue pour chaque club, il va y avoir des supporters parisiens, lyonnais, marseillais, etc., qui vont aussi voir la situation d'Auxerre, donc peut-être ça étend un petit peu plus le truc. Mais voilà, ça c'est un peu ma tactique, ma stratégie par rapport à ça. Typiquement, j'ai fait aussi donc la vidéo le mercato, qui fait le meilleur mercato de Serie A pour l'instant. Bon, moi je trouve que je fais pas assez de vidéos sur l'AC Milan, notamment la saison dernière. C'est arrivé au pire moment pour moi, cette magnifique saison de l'AC Milan, à cause de ma période un peu de down, etc. Bon, je fais pas assez de vidéos sur l'AC Milan, je fais pas assez de vidéos sur la Juve, mais ça c'était l'opportunité de consacrer 10-15 minutes à ce club, refaire mon retard par rapport à ça, rentrer en détail dans la situation, faire de l'analyse approfondie, dans le cadre d'une vidéo qui compile un petit peu tout, et je trouvais que ça donnait quelque chose de cool. Donc voilà, ça c'était mon idée par rapport à ça, comment est-ce que j'essaye de parler un petit peu de tout, du mieux possible, et c'est un peu ma stratégie. Mon autre stratégie, peut-être que vous l'avez regardé, le truc que j'essaye de mettre en place aussi, c'est que je fais un peu plus de montage en temps réel. Alors comment est-ce que je peux maintenir, pour moi l'idée c'est comment est-ce que je peux maintenir et même faire croître le niveau de qualité de l'analyse, vraiment ce qu'on dit et ce qu'on montre, j'ai envie que ce soit toujours plus précis, j'ai toujours envie de continuer à croître là-dessus. Moi le foot c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à comprendre et moi-même je sais 5% de ce qui se passe dans un match, j'ai envie que année après année on ajoute un pourcentage à chaque fois. Mais donc ce que je fais pour continuer à avoir un fort niveau d'analyse et de plus en plus, tout en me libérant du temps pour développer ce niveau de réflexion, c'est que je fais un peu de montage en temps réel, comme vous l'avez vu avec des images, je me mets dans le coin supérieur droit de l'écran ou en bas à gauche et je les annote en temps réel, je fais des petits schémas
tactique par exemple, quand on fait de la tactique avec mes petites lignes jaunes, etc. Et ça fait que le travail de post-production derrière est beaucoup moins lourd. Alors qu'avant, je devais faire quelque chose de plus approfondi. C'est encore plus visible, je pense, par exemple sur les vidéos Mercato, quand je suis en direct sur Transfermarkt ou sur FBRF, pardon, et que je regarde des chiffres en temps réel, c'est encore plus fort, ça me libère encore plus de temps que ce que je faisais avant, où avant, parfois, je passais des dizaines d'heures sur Photoshop pour travailler des visuels qui, en gros, expriment la même information que là, je vous montre en temps réel. Donc, ça donne ce côté vivant, et surtout, ça m'empêche de passer des dizaines et des dizaines d'heures sur Photoshop. Avant, je faisais des trucs vraiment qui allaient assez loin, et c'était cool. Ça faisait un rendu peut-être visuellement un peu plus quali, mais ça me prenait du temps que je ne pouvais pas mettre ensuite dans l'analyse et dans le fait de traiter plusieurs sujets. Je pense que les vidéos avant étaient parfois un peu plus belles, mais un peu moins profondes dans le traitement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce nouveau mode. J'aime cette possibilité d'aller en temps réel et même de me surprendre parfois, de faire de l'analyse comme ça, à chaud, avec mes petits curseurs, mes petites images, etc. Et dérouler en temps réel. Ça, c'est assez kiffant. Donc voilà, ça donne un style un petit peu plus brut, comme je disais, qui me libère du temps, moins de temps sur Photoshop. Ça me libère aussi du temps pour faire là des habillages très quali sur des sujets qui, pour le coup, je trouve en valent vraiment la peine, comme ce que j'ai fait sur le premier épisode de Grand Coach, par exemple, où là, on a poussé le design assez loin, on a fait plein de belles choses. Mais voilà, c'est une vidéo qui est extrêmement premium, extrêmement quali, et c'était normal qu'elle ait cette dimension-là. Mais voilà, tout ça, ça me motive beaucoup parce que le fait de libérer du taf, d'avoir moins de post-production, ça fait que je peux traiter plein de sujets. Et souvent, je me dis, ok, là, c'est possible pour moi de réfléchir à un sujet ce matin et de l'avoir sorti ce soir. Et ça, c'est très motivant, ça fait que je travaille plus intensément. C'est plus motivant que de me dire, ok, là j'ai une idée, et de visualiser tout de suite les 30 heures que je vais devoir passer sur Photoshop, et en fait me dire, ok, peut-être la vidéo, elle sort dans 3 jours, à voir par rapport à l'actualité à ce moment-là. Ça complique un peu le processus. Et voilà, en gros, tout ça pour dire tout ça. Ça fait que récemment, il y a eu plus de vidéos, il y a eu de meilleurs retours, même quand on regarde les chiffres. C'est des chiffres que j'ai pas fait depuis longtemps, plus de 2 millions de vues sur les 28 derniers jours, c'est 1 million de vues de plus en moyenne que d'habitude, quasiment 10 000 abonnés sur cette période, c'est le double de ce que je fais d'habitude. Je vous remercie pour ça énormément, ça m'envoie une force incroyable. On essaye de se distancer des chiffres, mais la réalité c'est qu'à la fin de la journée, les chiffres ça influe beaucoup sur la motivation, qu'on le veuille ou non. Donc ouais, tout ça c'est aussi un gros coup de boost, pardon, et ça fait kiffer. Ok, donc sur un peu le backstage, le changement de stratégie, ma vision par rapport à la chaîne, etc. Un petit point que je voulais détailler avec vous, tant qu'on y est, on a un petit peu le temps dans le cadre de cette vidéo, c'est la nouvelle émission que j'ai lancée avec mon pote Stan des Outsiders. On a sorti 4 épisodes pour l'instant, 2 sur ma chaîne, 2 sur la sienne. On va tous les deux partir en vacances dans les prochaines semaines, du coup il y aura des périodes, il y aura des semaines où il y en aura moins, je pense, ou pas. Je pense que là sur les 4-5 prochaines semaines, il y aura peut-être que 2 semaines avec des vidéos, mais jeudi là on tourne 4 sujets consécutifs, donc il va y avoir de la matière, mais c'est comme ça un peu pour anticiper et en publier pendant nos vacances. Mais bref, peut-être que vous l'avez vu, moi j'adore faire ça, c'est vraiment un énorme kiff. En gros, l'idée que j'ai eue, c'était, pour vous faire un petit peu les coulisses, l'idée que j'ai eue, c'est je regardais les finales de NBA l'autre jour. Il y a quoi, c'était il y a un peu moins d'un mois maintenant, un truc comme ça. Je regardais les finales de NBA et moi je suis un fan de NBA absolu, non, je regarde pas tant de matchs que ça, mais dans ma vie j'ai fait beaucoup de basket pendant 5 ans, j'ai cette connexion à la culture américaine. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et quand c'est les finals, en général, je regarde. Et du coup, j'ai commencé à regarder les émissions autour de ça sur YouTube, de débats, machin. First Take d'ESPN qui m'a beaucoup parlé, que je trouvais... Alors, c'est un format assez spécial, donc très à l'américaine, avec 2 gars, 2 visages, 2 avis assez tranchés et assez opposés. Mais ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai trouvé le truc vachement divertissant. Un peu moins dans la nuance que ce que je fais d'habitude sur la chaîne sur YouTube, peut-être, mais hyper divertissant, permettant d'avoir une certaine profondeur dans la réflexion. Et l'idée de devoir vraiment avoir une vision tranchée sur un sujet et ensuite de le défendre, pas forcément avec mauvaise foi, mais en choisissant les arguments qui vont en ce sens, etc. Bref, je trouvais que c'était un exercice assez kiffant et surtout que ça donnait un rendu plutôt cool. Je trouvais ça hyper transposable au monde du foot et j'ai eu envie de mettre ça en place. Donc,
j'ai réfléchi et j'ai pensé tout de suite à une personne. En vrai, je pense pas que je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. C'était vraiment la personne qui s'imposait. C'était donc Stan, que maintenant vous connaissez. Peut-être que vous connaissiez avant. Il y en avait beaucoup qui le connaissaient avant aussi. Et voilà, j'ai eu envie qu'on fasse ça ensemble, je l'ai contacté, il était tout de suite très chaud, et c'est une de mes belles histoires du début de saison là, parce que moi c'est un petit peu en dehors de ma zone de confort, tout ça, moi j'ai l'habitude depuis 5 ans de travailler vraiment seul dans mon coin, dans mon bureau, avec le moins d'interactions possible. Ça c'est plus ma personnalité à la base je dirais. Donc c'était un peu sortir en dehors de ma zone de confort, de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, encore plus de le contacter moi-même, de réfléchir à comment on pourrait mettre ça en place, voilà, d'avoir un projet collectif, quelque chose avec quelqu'un. Mais franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. C'était une bonne idée, je pense. Ça me met de super bonne humeur, on passe des très bons moments. Je pense qu'on fait du travail quali. Je pense qu'il y a des argumentaires qui sont bien fournis, bien développés et que le contenu est divertissant. Et c'était l'objectif, donc c'est cool. On n'a fait que 4 épisodes pour l'instant. On a vocation de continuer toute la saison, peut-être après. Donc voilà, c'est le tout début. Il y a plein de choses à peaufiner. Mais pour l'instant, on s'éclate vraiment. Et c'était important pour moi de faire quelque chose qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et c'était important pour moi de faire quelque chose avec quelqu'un aussi, je pense. En gros, sur les 2 dernières saisons, ce qui m'a aussi donné envie de le faire, c'est que sur les 2 dernières saisons, je faisais un truc tous les lundis matins avec Free, leur émission Tag Team, en gros, où on revenait sur l'actualité tactique de la Ligue 1. Et c'était un call comme ça sur Skype avec un mec qui nous appelait et ensuite il faisait du montage derrière pour faire un peu comme si c'était un petit talk show et ils diffusaient ça sur leur chaîne YouTube et sur leur appli. Ça s'est fini cette saison, donc on l'a fait pendant 2 ans. Maintenant c'est fini. Et j'avais envie de retrouver un peu ce côté conversation Skype autour de quelque chose. Et à la fin de la conversation, voilà, t'as quasiment ta vidéo, t'as fini. Et t'as un truc un peu interactif, dynamique, où tu te lances, t'allumes la caméra pendant 20 minutes et après c'est fini. Il faut être bon pendant ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de montage derrière. Ça c'est assez kiffant, excitant. En plus je sais comment le faire techniquement grâce à cette expérience. Pour moi c'est très clair de comment il faut procéder techniquement. Donc j'ai pu dire à Stan, on va faire les choses comme ça, créer le petit habillage. Tout ça c'était assez... Peut-être je me serais lancé moins facilement si je savais pas exactement comment faire d'un point de vue technique, même si ça m'a pas trop freiné par le passé. Mais voilà, j'avais envie de retrouver ce truc, avoir une deadline aussi, un truc que tu dois faire toutes les semaines. Pour l'instant, on tourne surtout le jeudi, à voir comment ce sera par la suite. Mais ouais, ça met un petit peu de rythme, un peu de temporalité dans ta semaine. Ça t'empêche de décrocher aussi, je pense, quand tu as toujours ce truc auquel tu dois être présent. C'est une bonne chose pour conserver la motivation. Et puis après, pour conserver la motivation, juste le fait d'échanger. Je me tape des barres toutes les semaines. On se fait nos calls et je suis mort de rire à chaque fois. Ça aussi, sur le niveau de bonheur et juste le niveau de satisfaction, ça influe énormément. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je pense que c'est important aussi. La raison pour laquelle j'ai choisi Stan et pour laquelle je voulais faire ce truc avec Stan, et je suis très content que lui ait accepté derrière, bien sûr, mais c'est que c'est un gars que je valorise énormément, que je respecte énormément. Donc lui sur sa chaîne, il est dans le style entertainer. C'est le divertissement, c'est des sujets foot au prisme de l'entertainment, donc dans son style d'orateur, vocal, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel j'accroche pas mal parce que c'est pas vraiment ma personnalité. Moi, je suis un peu plus sérieux, entre guillemets, un peu timide et boring parfois. Et c'est quelque chose que j'aimais bien dans le format américain, c'est que c'est plus entertainment. Et je pense qu'il va m'apporter ça, qu'on va s'apporter mutuellement. Et je le respecte beaucoup pour ça, mais surtout parce que derrière, il y a de la vraie qualité d'analyse dans ce qu'il fait. Le gars connaît bien ses dossiers, le gars connaît vraiment le foot. C'est pas juste de l'entertainment coquille vide. Derrière, il y a une vraie connaissance, une vraie expertise, et c'est ça qui m'a fait me dire, ça peut matcher entre nous. Parce que si c'est juste quelqu'un qui fait de l'entertainment un peu pur, mais qui n'a pas vraiment de matière, ça aurait pas donné un dialogue intéressant. Et ouais, c'est comme ça que j'ai senti les choses, très content de faire ça avec lui, et hâte que ça continue. Donc voilà, ça c'est le deuxième truc que je voulais mentionner en gros dans cette vidéo qui va être vachement longue. Désolé, mais voilà, c'est un petit peu, j'ouvre la boîte et je vous raconte un petit peu tout. Mon émission avec Stan, peut-être un truc qui peut vous intéresser, c'est ma vie perso à Amsterdam, donc ça fait 8 mois là à peu près. Et j'ai pas vraiment fait de retour, même je sais que la première vidéo que j'avais faite sur mon arrivée ici, j'étais tellement au milieu des cartons, c'était tellement
le bazar, que j'ai même pas été très clair, je trouve, sur pourquoi j'ai déménagé ici, qu'est-ce qui me fait kiffer ici. Et je sais pas si je vais réussir à l'être là. J'aimerais bien faire peut-être une vidéo après 1 an. Peut-être en janvier prochain, on pourra faire un truc 1 an d'expatriation, 1 an aux Pays-Bas, mon bilan, etc. Mais je voulais quand même vous donner quelques billes et vous raconter comment ça se passe. Grosso modo, ça se passe très bien. Je pense que Amsterdam, d'assez loin, c'est le meilleur endroit dans lequel j'ai vécu. Vraiment, je trouve que c'est une ville hyper cool, surtout pour ma personnalité, surtout pour qui je suis. Je m'y sens hyper bien. Grosso modo, la manière dont je l'ai synthétisé là sur mes notes, c'est que je dirais que les Pays-Bas, c'est un pays qui est bien designé. Vraiment, ils ont en plus cette culture du design d'intérieur notamment, mais ça va bien plus loin que l'aménagement des appartements. C'est une culture du design un petit peu de partout. Je trouve que tout est clair, simple et bien réfléchi. Par exemple, le système de transport, je pense que c'est le truc le plus éloquent. Le système de transport avec le vélo, c'est pas qu'un mythe, c'est pas que les pistes cyclables en ville. Tu peux vraiment faire tout le pays en vélo. Tu as des pistes cyclables qui jouxtent les autoroutes, pas juste à côté de l'autoroute, heureusement, ce serait dangereux, mais bien aménagées à côté, parfois un peu en contrebas, etc. Tu peux vraiment aller de n'importe quel point du pays à n'importe quel autre point du pays en vélo. Bon, c'est un petit pays, c'est un pays plat, ça rend les choses plus simples, mais déjà ça, c'est assez extraordinaire, et le vélo est tellement incentivisé ou incité, et la voiture est tellement désincitée, c'est tellement pas une bonne idée de prendre la voiture en ville parce qu'il y a tellement de trucs qui sont à sens unique, parce qu'il y a tellement d'endroits qui sont difficilement accessibles, etc., que ça donne une ville qui est hyper vivable. J'ai lu plein de bouquins là-dessus, j'ai regardé une chaîne YouTube notamment que je vous conseille si vous ne connaissez pas, Not Just Bikes, ça s'appelle, sur l'aménagement urbain, sur l'aménagement du territoire, et c'est un gars notamment qui a déménagé aux Pays-Bas, et Not Just Bikes, c'est pour dire que les Pays-Bas, c'est pas juste les vélos, c'est l'aménagement urbain dans son ensemble est bien pensé. Mais ouais, ça donne une ville qui est moins polluée, déjà ça tu le sens, littéralement, vraiment la qualité de l'air est meilleure. Ça donne une ville qui est beaucoup plus verte, et surtout, et ça c'est un point qui est vraiment sous-estimé je trouve, beaucoup plus silencieuse. Genre le niveau de décibels est tellement plus bas que t'entends des bruits beaucoup plus divers qu'avant. Tu vois, normalement le bruit de la ville avec la voiture c'est un peu monotone à 60 décibels, et t'entends surtout ça. Quand t'enlèves ça, t'entends tous les autres bruits qui sont en dessous, je dis 60 décibels, peut-être c'est plus, je sais pas, mais tous les bruits qui sont en dessous de ce niveau sonore. Donc t'entends des oiseaux, t'entends les voisins qui parlent, t'entends des verres qui s'entrechoquent, t'entends la vaisselle du restaurant à côté. Ça fait que je me sens un peu à la campagne parfois, et en même temps, pour moi, quelque chose qui me convient mieux que la campagne, parce que je suis un urbain, j'ai toujours vécu en ville, et c'est une campagne, mais avec aussi les avantages de la ville. Vraiment, Amsterdam, c'est hyper stylé, et j'y suis grave heureux. Il y a le côté vélo, donc, qui est très fort. Je suis pas même sur un truc tout bête, mais tu vois, les routes ici, en centre-ville, c'est un peu technique à expliquer, j'espère que je vais pas me perdre dessus, mais tu vois, le passage piéton, normalement, par exemple, là où j'étais avant à Paris, normalement, le passage piéton, pour aller sur le passage piéton, c'est toi qui descends depuis le trottoir. Le trottoir, il est surélevé par rapport au passage piéton, et tu descends, il y a une petite encoche dans le trottoir, tu descends et tu te mets au niveau de la route. Ici, c'est différent. Le passage piéton, en fait, c'est la route qui monte au niveau du trottoir. Et la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est que ça peut paraître un peu plus unsafe, quoi. Les voitures, elles passent au même niveau que le trottoir, en fait. Et en fait, la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est que c'est pour que les voitures ne se sentent pas comme étant sur leur route, bien protégées, et c'est aux autres de s'adapter à leur comportement. C'est que régulièrement, elles doivent faire attention parce qu'elles arrivent dans l'espace piéton. Et ça fait que les voitures, elles vont beaucoup moins vite. De manière générale, tout est fait, et pas trop avec des systèmes de contravention ou de punition. Tu vois pas trop de limitation de vitesse, par exemple, en ville, mais tout l'environnement est designé pour que les voitures aillent beaucoup moins vite, ce qui fait moins de bruit, moins de danger, plus de sécurité, le niveau de stress qui baisse, etc. Et ouais, ça c'est un petit exemple parmi d'autres, mais c'est typiquement un truc que je vis et qui montre comment la ville est bien designée, ça rend l'expérience kiffante. J'ai été beaucoup trop long sur ce point, mais juste pour vous dire, c'est vraiment stylé. Puis même sur le système de transport, tu vois, tu as une carte de transport pour faire tout le pays, c'est la même carte que j'utilise pour prendre un tramway que pour prendre un train pour aller à Rotterdam si j'en ai envie. Ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, je dirais que grosso modo ici, les gens, ça c'est ce que je disais avant, les gens sont heureux, tu sens qu'ils sont heureux, et ça fait que la ville est safe. Les gens sont
heureux. Donc l'espace public est assez sain, sécurisé. J'ai jamais vu d'altercation, non seulement une altercation physique, tu vois, dans la rue, des gens qui se tapent, mais j'ai même jamais vu, je crois, de gens qui s'insultent ou, tu vois, qui se réprimandent. Ouais. Je crois que ça, en venant de Paris, c'est quand même un gros changement. Et Paris, c'est une ville que j'ai adorée. J'ai vécu pendant 10 ans. Et avant ça, Lyon. Paris, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée pour plein d'autres raisons. Mais en venant de Paris, ça fait quand même un gros changement. Et ça fait que ouais, tu te sens plus serein dans l'espace public. Genre, je sors dans la rue, je me sens vraiment... Il y a 0 once de stress ou de petite anxiété latente. Tu sens qu'il n'y a pas de tension dans l'espace public. Peut-être c'est la meilleure manière de le dire. Et ça, c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Ok. Par rapport à ça, par rapport à la ville. Pour le business aussi, ça c'est grave intéressant. Pour le business aux Pays-Bas, comment ça se passe par rapport à ma chaîne, le métier d'auto-entrepreneur, etc. Un truc dont on parle souvent aux Pays-Bas, c'est la fiscalité avantageuse. Les Pays-Bas, c'est un peu cette réputation de petit paradis fiscal au sein de l'Europe, etc. Alors qu'est-ce qu'il en est? Ce que je veux dire, c'est que pour un auto-entrepreneur, un micro-entrepreneur au sens français, il vaut mieux être en France. Micro-entrepreneur, en gros, ce que j'étais pendant longtemps, c'est tu gardes 75% de ton brut. Ton net, c'est à peu près 75% de ton brut. Entre cotisations sociales et impôts, tu laisses à peu près 25%. Ici, auto-entrepreneur, c'est le brut, le net, pardon, c'est 60% du brut. Donc tu payes plus de cotisations sociales et d'impôts en tant qu'auto-entrepreneur. Là où ça change, c'est qu'à partir d'un certain moment, en France, tu ne peux plus rester dans ce statut de micro-entrepreneur. Il faut que tu montes une vraie société, entre guillemets. Ce n'est pas mon champ d'expertise, mais en gros, pour simplifier, je dirais à peu près ça, une vraie société, une SASU, une EURL, un truc comme ça. Et là, ton net, ça devient à peu près 50% de ton brut. Là, en France, dans cette situation, tu laisserais 50% de ton brut en cotisation sociale et en impôts, à peu près, vraiment grosso modo. Ici, ça ne change pas. Ici, ça reste les 60% d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas de changement en fonction du statut. Il y a juste un statut d'auto-entrepreneur. Donc, effectivement, c'est plus avantageux économiquement par rapport à un statut de vraie société, entre guillemets. C'est à peu près 10% de mieux. Et c'est cool, hein, 10%. Bon, je trouve que ce n'est pas non plus le truc... paradis fiscal, tu payes quand même 40% de tes revenus, ça devient des impôts et des cotisations, donc c'est pas non plus le paradis fiscal absolu, mais 10% en plus, bon voilà, c'est cool, on va pas se mentir, ça fait une petite différence, mais je dirais vraiment que le vrai truc qui fait la différence, le truc qui change tout et qui vaut tout l'or du monde, ça c'est vraiment un truc de fou, c'est le niveau administratif, c'est hyper simplifié, beaucoup moins prise de tête. Et ça, quand tu viens de la France, ça fait une grosse différence en tant qu'entrepreneur. Monter ta boîte ici, c'est un rendez-vous et un formulaire à remplir qui est bien expliqué et traduit en anglais déjà, mais avec aussi des petits exemples dans la marge à gauche. Donc, je ne sais pas si je pourrais montrer une photo là, mais dans la marge à gauche, tu as des exemples en mode Madame Jones veut monter son cabinet dentaire. Ici, elle doit renseigner ça. Donc, c'est hyper clair. Tu remplis ce formulaire et hop, c'est fait. Et puis après, niveau comptable derrière, c'est hyper simple à gérer. Et ouais, ça, c'est tellement un gros changement par rapport à une époque que j'ai vécue pendant longtemps où tous les mois, je jonglais entre 3-4 plateformes. Et surtout, parce que ça, au bout d'un moment, on s'y fait, c'est pas non plus la fin du monde. Mais surtout, j'étais jamais sûr de vraiment faire les choses bien. Je ne savais pas si peut-être je ratais quelque chose, peut-être là cette case c'était pas exactement la bonne chose que j'étais en train de mettre. Il n'y avait pas vraiment de feedback et pas de manière d'être sûr que tu étais en train de bien satisfaire à tes obligations légales et administratives. Moi ça me filait un peu d'anxiété. Et ouais, peut-être que ça c'est juste un peu mon truc, peut-être que si j'étais un peu plus dégourdi et un peu moins tendu par tout ça, peut-être que ça serait très bien allé et que ça n'aurait pas été un problème. Mais je dirais qu'en tant qu'entrepreneur ici, en tant que business owner, entre guillemets, même si c'est un tout petit business, bah, je me sens mieux accompagné et du coup quelque part un peu plus apprécié. Et ouais, moi ça fait une différence dans la manière dont je conçois mon activité, je me sens mieux par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et enfin la dernière chose, et après je vais arrêter de parler et de faire la propagande néerlandaise, mais la dernière chose c'est juste de dire qu'en ce moment en plus c'est cool, il fait beau, c'est vrai qu'aux Pays-Bas il fait pas tout le temps très très beau, là il fait beau et niveau température franchement ça va, ça reste correct, ça dépasse rarement les 30 degrés, ça c'est peut-être aussi l'avantage de vivre dans un pays où il peut faire froid et où il fait pas tout le temps très beau, c'est qu'au moins l'été c'est un peu plus vivable.
Donc du coup on en profite pour explorer la ville, découvrir le pays, on a plein de choses à découvrir avec ma copine, donc ça c'est vraiment très satisfaisant le fait de vivre à l'étranger et d'avoir plein de nouvelles choses, de choses que tu connais pas. Le terrain de jeu qui s'ouvre, c'est assez addictif, franchement très kiffant. On fait plein de vélo. Je me suis mis au tennis aussi depuis que je suis arrivé avec un prof qui est vraiment cool. Ça c'est génial. J'ai, surtout après une année à Paris, où j'étais assez loin de ma salle de sport, j'ai fait pas mal de sport pendant une époque, et puis ensuite il y a eu la période Covid, et mon premier déménagement à Paris, j'étais vachement loin, donc il y a eu une période, 1 an, où c'était le niveau sport, c'était vraiment en baisse, je faisais des trucs à la maison, mais c'était pas ouf. Là, je fais 4-5, j'ai Basic Fit à 2 minutes, j'y vais 4-5 fois par semaine, et bon, je suis très content de faire ça. Niveau santé mentale, il n'y a rien de mieux que de faire du sport. Si tu as un petit coup de mou, un petit moment où tu as du mal à couper, un petit problème, 1 heure à la salle et tu reviens un nouvel homme. C'est vraiment sous-estimé. Bon, peut-être moins maintenant parce que c'est quand même entré dans la culture et dans les mœurs. Et peut-être j'aimerais en faire plus de vidéos, mais vraiment, c'est ça aussi, ça change la vie et c'est pas spécifique à Amsterdam, c'est juste le fait que je vive ici plus proche d'une salle, mais c'est très très cool, très kiffant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Et enfin, on arrive, après ce gros bilan des derniers mois, on arrive à mon annonce. On a mêlé un peu de vie pro, vie perso. La grande annonce, le gros truc, c'est lié à ce qui se passe dans quelques mois. C'est lié, bien sûr, à la Coupe du Monde 2022. Ça concerne la Coupe du Monde 2022. Alors déjà, je me suis posé pendant quelques temps la question, est-ce qu'il faut couvrir cette Coupe du Monde ? Je trouve que ce n'est pas un débat vain. On peut en dire ce qu'on veut, on peut parler de la Russie en 2018, bien sûr, on peut parler de tous les autres problèmes sur Terre, et même dans le monde du foot. La réalité, c'est que cette Coupe du Monde, elle va avoir lieu, elle est bâtie sur un bilan humain désastreux. C'est la réalité, des milliers d'ouvriers morts dans les chantiers des stades, des dizaines de milliers d'autres qui ont travaillé dans des conditions effroyables, etc., parfois sans être payés. Et même si le système Kafala a été remis en question, a été progressivement effacé, bah ça c'est sur le papier. La réalité, quand tu regardes tous les rapports, tous les derniers retours, c'est que ça continue d'être des conditions de travail particulièrement difficiles. Donc on en parle depuis un moment. Moi-même, honnêtement, j'ai commencé à en être lassé. Le but, c'est pas de faire le moralisateur et de revenir extensivement, exhaustivement sur tout ce qu'on sait par rapport à ça. Mais il faut être honnête aussi, ça en fait pas moins une réalité. Même si on en parle depuis longtemps, même si c'est pas cool d'en entendre parler tout le temps, c'est quand même une réalité. Et tout ça, c'est sans parler de la question écologique, bien sûr. C'est sans parler de la question du traitement des supporters qui vont se rendre sur place. Voilà, c'est pas la première Coupe du Monde de l'histoire à avoir ces problèmes. On a parlé de la Russie 2018. Je pense que tu peux revenir à plein d'autres. Argentine 78, par exemple, entre autres. Mais c'est pas pour autant que c'est acceptable. Forcément, un mal passé n'efface pas ou ne réduit pas un mal présent. C'est pas parce qu'il y a eu des choses mal par le passé qu'on peut se dire ok c'est correct et on doit laisser couler tout le reste. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il faut couvrir cette Coupe du Monde ? Et la réponse, elle a été assez claire, elle est venue très vite, oui, c'est quand même oui. Déjà j'aime la Coupe du Monde, c'est un moment extraordinaire de l'histoire et de la vie de notre monde, de notre planète, de l'espèce humaine. A fortiori quand on est passionné de foot, bon j'en parle même pas, ne pas en discuter, ne pas la couvrir, ne pas la suivre tout simplement, ce serait un tel déchirement et même une forme de renoncement à mon identité, quelque part. Une forme de renoncement à mon identité que je peux pas faire. Alors certains trouveront ça triste, dommage entre guillemets, c'est leur droit, je vais pas m'opposer à ça, mais c'est comme ça. La Coupe du Monde, c'est moi, le foot, c'est moi, c'est tellement important pour moi et ce le sera pour toujours. Donc ça c'est la première idée. Deuxième point, la Coupe du Monde, c'est rare, donc c'est que tous les 4 ans pour l'instant. Et on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que si on n'en parle pas aujourd'hui, à la rigueur, pourquoi pas, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'en parlera pas demain ? Est-ce qu'on pourra faire comme si elle n'avait pas existé ? Quand on fera des vidéos sur l'histoire du foot, par exemple, est-ce qu'il faudra faire comme si cette Coupe du Monde 2022 n'existait pas ? Évidemment non. Enfin, rationnellement non. Donc ça me paraît absurde si on en parlera demain. Ça me paraît absurde de ne pas en parler aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait dire que c'est un peu absurde de ne pas la couvrir. Ok. Troisième point, en parler, peut-être le plus important. En parler, ça ne veut pas dire cautionner. Évidemment, on peut parler des matchs, on peut parler des équipes, on peut parler du terrain, et on peut parler de tout ça sans faire la propagande du pays qui l'organise. Moi, personnellement,
Ce qui m'intéresse, c'est le jeu et c'est les joueurs. Je ne vais pas aller à Doha, couvrir la Coupe du Monde sur place et faire comme si le Qatar était ce pays que je valorise pour plein de raisons. Je ne vais pas faire comme si leur manière de voir les choses et de voir les gens était quelque chose que je trouvais correct et acceptable. Je ne suis pas obligé de faire ça. Moi, je ne vais pas être là-bas, je vais être ici, dans mon bureau, en train d'analyser si le Cameroun a bien fait de passer sur les côtés, sur le côté gauche, contre la Suisse en phase de groupe, par exemple. Je vais être en train de me demander si les Bleus ne devraient pas revenir à une défense à 4. Voilà, je vais parler de toutes ces choses-là. Si le Sénégal a des chances d'être la première équipe africaine à accéder au dernier carré d'une Coupe du Monde, nous, ce qu'on aime sur la chaîne, c'est le foot, et c'est de ça dont on parlera. Donc ça aussi, je trouve que c'est un point important. Et enfin, je pense que refuser de couvrir la Coupe du Monde, c'est un chemin assez dangereux et très difficile à tenir. Parce que si on ne parle pas de cette Coupe du Monde-là au Qatar, pourquoi est-ce qu'on devrait parler, par exemple, du Paris Saint-Germain détenu par le Qatar ? Quelle est vraiment la différence ? Et pourquoi est-ce que aussi on s'autoriserait à parler de ces clubs détenus par des figures proches des régimes autoritaires ? Pour moi, l'idée, c'est que tant qu'on ne fait pas l'apologie d'Abramovich ou tant qu'on ne fait pas l'apologie de QSI, il n'y a pas de problème à parler de Chelsea, le club de foot, ou du Paris Saint-Germain, le club de foot. C'est pareil pour la Coupe du Monde. Ok, c'est la raison pour laquelle je parlerai de la Coupe du Monde. Et donc, l'annonce, la révélation, c'est qu'à partir de demain soir, rendez-vous demain soir, je vais lancer ma série de présentation des équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Je vais lancer ma série pré-Coupe du Monde. C'est le rendez-vous habituel et il est prêt. Ça arrive demain soir avec le prochain épisode. Je suis tellement content de vous montrer ça. Je travaille dessus depuis un moment. Il arrive. Après Objectif Coupe du Monde en 2018, après Eurotour en 2021, sur les 3 mois qui viennent, donc 3 mois et demi à peu près, ça va être intense, mais vous aurez 32 épisodes de Mondial, ma nouvelle série sur les sélections qui participent à la Coupe du Monde. Alors j'ai changé un petit peu la formule, je l'ai rendue, je dirais, plus simple qu'elle l'était par le passé. Il n'y a que 3 phases, que 3 parties à la vidéo maintenant. Un, c'est l'ambition. L'ambition, c'est-à-dire dans quel état d'esprit est-ce que la sélection arrive à la Coupe du Monde. Je me suis noté que ça nous permet de parler un peu d'histoire déjà, parce que forcément un pays qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde, il arrive avec une ambition différente qu'un pays qui, par exemple, n'a jamais dépassé les 8e de finale d'une Coupe du Monde, ou ne s'est jamais qualifié tout simplement pour la Coupe du Monde. Donc déjà l'histoire, on va y toucher quelques mots sur cette partie. Ça impacte le niveau d'ambition. Ça nous permet de parler un petit peu des résultats récents aussi, des dynamiques, le ressenti au pays. Ça, pour moi, ça compte beaucoup. Est-ce qu'il y a un vent d'optimisme qui flotte dans ce pays ? Est-ce que les supporters sont inquiets ? Bref, on va mélanger tout ça ensemble et ça nous donne cette première partie, l'ambition. Quelle est l'ambition du pays ? Deuxième partie, la composition. Là, on va vraiment rentrer en détail dans le technique. Comment est-ce que cette équipe joue ? Quels sont les joueurs intéressants ? Si on se pose demain devant un match du Canada, si on se pose demain devant un match de l'Équateur, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Qu'est-ce qui doit attirer notre attention ? Ça va être une partie vraiment très élaborée, avec les systèmes de jeu, des images, beaucoup d'images. Personnellement, je pense que c'est le point dans lequel j'ai le plus progressé ces dernières années, l'analyse technique du jeu par rapport à ce qu'on avait fait Objectif Coupe du Monde en 2018. Ce sera assez différent et je pense bien meilleur, honnêtement, par rapport à ça. Donc, j'ai hâte d'appliquer tout ce que j'ai appris sur les dernières années, sur le jeu, sur la tactique. J'ai hâte d'appliquer tout ça à des équipes qui sont pas très connues. Typiquement, on parlait de l'Équateur, du Canada. C'est pas des formations que les gars regardent plusieurs fois par an. Donc, ça va nous donner quelque chose, je pense, d'un peu différent sur YouTube. Et ouais, vraiment hâte de faire tout ça. Donc ça, c'est la seconde partie, la composition. Et enfin, on finira sur la conclusion. Troisième partie, la conclusion. Mon avis final, qu'est-ce que je vois cette équipe faire à la Coupe du Monde ? Ça nous permet de parler un petit peu de son groupe, quelle équipe cette sélection va rencontrer dans la phase de groupe, à quoi ressemble son tableau aussi, quelle équipe est-ce qu'elle pourrait croiser en 8e, etc., se projeter. C'est une partie assez classique, mais faire quelques projections, se risquer à un prono et boucler la vidéo comme ça, ce sera la troisième partie, la conclusion. Et donc voilà, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais il y aura évidemment une introduction spéciale pour chaque vidéo. Ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de ces séries sur la chaîne. Pour OCDM, à l'époque, j'avais fait quelque chose de très simple, juste une énumération des spécialités du pays. Eurotour, c'était plus poussé, plus poétique aussi. J'ai vraiment adoré faire ces intros.
Cette fois-ci pour mondial, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus factuel. Ce sera un peu différent, mais je pense pas mal. C'est que je veux avoir un angle un peu plus géopolitique. On va dire que si Eurotour, c'était littéralement ce tour d'Europe, cette balade lyrique à travers le continent, mondial, j'ai envie que ce soit une forme de présentation de l'échiquier planétaire, des zones de tension, des enjeux, des rapports de force du monde, de comment chaque pays tire son épingle du jeu de la planète, et ensuite on fera un petit lien avec le foot, comment ce pays se positionne dans le monde, et ensuite sur l'échiquier du foot aussi. Voilà, comment est-ce que ces pays s'entrechoquent entre eux. Ce sera peut-être un peu plus sombre, parfois, pas toujours, mais parfois, et peut-être c'est aussi ma manière de présenter, d'une manière un peu différente, cette Coupe du Monde qui est si spéciale. Mais voilà, je pense aussi que ça va rendre quelque chose de cool, et j'ai hâte de vous le montrer, en beaucoup de mots, mais ce sera beaucoup mieux en images. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ça a été hyper long, mais voilà, grosso modo c'est tout. Rendez-vous demain soir, idéalement quelques heures avant le match de l'équipe de France féminine, demi-finale d'Euro contre l'Allemagne. J'aimerais sortir quelques heures avant ça, ça va dépendre de comment j'avance, mais rendez-vous demain soir, ça je peux vous le dire, pour le premier épisode de Mondial. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez présents au rendez-vous. Voilà, j'ai hâte de vous le montrer, et bien sûr on va continuer à parler d'actualité aussi sur les semaines qui viennent. Il y a plein de choses à dire niveau mercato, la reprise des championnats évidemment, la Ligue des Champions qui arrive, mine de rien, dans quelques semaines. Mais voilà, chaque semaine et plusieurs fois par semaine, parce que le temps est pressé, vous aurez des épisodes de Mondial. Peut-être la dernière chose que je peux dire, c'est que vous pouvez m'aider, et même ça me sera très utile, en m'envoyant un mail si vous suivez une sélection de manière très précise, que vous avez des choses à dire dessus. J'ai créé une adresse email hier, c'est willoumondial2022@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer vos analyses. Première partie l'ambition, deuxième partie la composition, troisième partie la conclusion, à la rigueur, surtout les deux premières parties importantes. Le ressenti au pays par exemple, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus dur à jauger de l'extérieur. Comment est-ce que ce pays se prépare à cette Coupe du Monde? Optimiste, inquiet, etc. Voilà, je vais créer cette adresse, envoyez-moi tous les mails que vous voulez, les plus fournis possibles. J'essaierai de vous citer ensuite en vidéo et je mettrai le lien en description, ça peut vraiment m'aider. Merci à vous pour tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater tous les épisodes de Mondial qui arrivent, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça a été long, mais j'aime bien faire ces petits trucs à cœur ouvert. Je pense que de temps en temps, c'est important. Et on en refera un peut-être après cette très longue période, début d'année 2023, pour faire le bilan sur ces 4-5 mois très chargés qui arrivent. 5 mois très chargés qui arrivent. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous demain. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous.